Je sais pas. Ben... Alors là, ça fonctionne, oui. La dernière table ronde, je crois que c'est aussi important quand on parle d'écoute, d'accompagnement. À l'IRRP, c'est ce que nous faisons. Mais je crois que c'est bien d'entendre les patients s'exprimer. Moi, je dis que l'ARP a un impact important dans la vie, dans le quotidien, que ce soit sur un plan familial, sur un plan professionnel, sur un plan psychologique. Et les personnes qui vont parler de leur vécu, je pense que c'est quand même intéressant et ça peut aussi apporter à ceux qui sont en cours de ces pathologies évolutives. Alors on n'a pas fait de... On ne va pas tirer au sort qui va être le premier, qui va être le deuxième. Malheureusement, cette table ronde devait être animée par Philippe. Je suis là. Non, mais pas toi, Philippe. Voilà. Qui souhaite commencer? Honneur aux dames, peut-être, non? Allez. Andrea, alors Axel Gimeno, qui devait aussi intervenir, n'est pas là. Mais donc, bravo, Andrea, tu es la seule femme entourée de beaux gosses. C'est meilleur. Avance, par là. C'est bon, C'est bon. Voilà. Elle était un peu apeurée, mais une fois qu'elle est lancée, tout ira bien. Bon, bonjour, donc moi c'est Andrea Charrière, je fais partie de l'IRRP, je suis avec Ariel depuis 7 ans maintenant, donc j'organise aussi des marches dans ma région. Donc moi, ma rétinique pigmentaire, qui est un petit peu atypique, comme mon mari vient de poser la question, c'est du type mitochondrial. Bon, dans les maladies rares, on a eu du bol, on a tiré de l'ecrolo, hein, bon, tant qu'à faire tirer quelque chose d'atypique. Donc bon, on a du pain sur la planche pour les chercheurs. Donc au quotidien, qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je continue de travailler avec un poste aménagé dans une grande entreprise, un peu comme Philippe, donc une multinationale, donc le groupe Trigano, constructeur de camping-cars et des véhicules de loisirs. Donc j'ai eu la chance de pouvoir un poste adapté à mi-temps avec des ordinateurs vocalisés, avec un environnement adapté à mon poste, comme j'ai une forte photophobie, donc sans lumière, sans... Voilà. Je suis accompagnée dans mon travail depuis 1 an et demi avec ma fidèle compagne qui a 4 pattes, qui s'appelle Rêve, qui du coup, elle fait la star dans le service, elle est même dans, comment dire, dans le trombinoscope du groupe Trigano. Elle accueille des clients et ceux qui ne sont pas contents, elles se couchent dans l'entrée, dans le hall d'entrée. Au sein de l'IRP, j'essaye de mettre un petit peu ma goutte d'eau. J'organise des événements, la marche de la vue, on a organisé des soirées comme le repas d'un noir, on a organisé des jeux de boules à l'aveugle, où j'ai gagné, voilà. Donc, en finale, depuis qu'on voit moins bien, on peut gagner à la pétanque, franchement. Les autres, ils ont eu peur. Moi, ça m'allait très bien comme ça. On peut aussi faire, malgré tout, quand même, plein d'activités. J'ai fait partie d'un club de randonnée avec des gens un peu plus attentifs. Tout est possible. Je fais partie d'un club de l'aviron. On est, dans notre club, on est plusieurs personnes atteintes de rétinique pigmentaire, dont une personne totalement non-voyante qui est aussi, elle fait partie du handisport de notre région. Une autre personne qui est aussi totalement non-voyante, lui, il fait partie du club loisirs.
Donc c'est juste pour vous faire croire que malgré tout, malgré avec l'handicap, la vie continue, il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. On peut aussi faire des formations. Là, c'est un petit peu mon cheval de bataille les prochaines années, parce que certains centres de formation, soi-disant agréés, Calliope, etc., ils veulent bien toucher les subventions. Soi-disant, ils sont, comment on peut dire, ils sont agréés, adaptés à l'handicap, mais au final, il faut vraiment se débrouiller toute seule ou compter sur le soutien des autres stagiaires. Par exemple, tout ce qui est pour des supports visuels, c'est quand même pas compliqué de fournir des textes en Word parce qu'on sait très bien, sur certains d'autres formats, les lecteurs, ils n'arrivent pas à le lire. C'est quand même pas compliqué de fournir des textes, etc. Bon voilà, ça c'est mon coup de gueule. Mais autrement, plein de choses sont possibles. Et voilà. J'aimerais que tu parles un peu de ce que tu viens de faire ces dernières années, là, tes nouvelles formations, parce que ça a été un grand courage de faire ça en plus de ton activité professionnelle. Ah, voilà. Bon, la première formation, c'était suite à une... Bon, moi, j'étais dans un centre de réadaptation pour basse vision sur Lyon, la FIDEV, et en cours de cette session, je me suis inscrite au pôle emploi pour une réadaptation professionnelle. Et un jour, bon, j'étais un petit peu découragée parce que oui, ça, il faudrait, ouais, ça c'est pas possible parce que là il y a trop de lumière, là il y a trop de ceci, là il y a trop de déplacements. Et puis en final, on fait quoi? Et on avait des séances un petit peu de sciences de sophrologie, un peu de séances de relaxation. Et je me suis dit, oh, chouette, c'est ça que je vais faire. Donc j'ai commencé une formation sur 2 ans pour être sophrologue. D'abord, ça m'a fait du bien moi-même. Et ensuite, j'ai pu faire des séances de sophrologie dans des groupes de voir ensemble sur Valence. J'ai pu en faire à des sportifs, j'ai pu en faire en entreprise, à des personnes individuelles. Et à partir de septembre, je vais en faire dans mes heures de travail au sein de mon entreprise. Donc, déjà, ça fait parler de l'handicap. J'ai toujours mon assistante à 4 pattes qui est avec moi. Ça fait dédramatiser aussi dans les entreprises. Et ça fait parler vraiment l'handicap, c'est plus facile. Et suite à cette formation de sophrologie, j'ai voulu continuer dans ces métiers un petit peu de bien-être. Et donc j'ai continué une formation que je viens de terminer. J'ai eu le certificat la semaine dernière avec un petit peu une fierté personnelle, avec des félicitations du jury. Donc j'ai fait une formation de réflexologie. Je me suis dit, bon, ça c'est l'idéal. Moi, je vois moins bien, mais du coup, la réflexologie, c'est-à-dire c'est le reflet du corps humain par les pieds. Donc je vois à travers des pieds tout ce qu'ils ont des gens. Voilà, c'est chouette. Je crois que c'est du courage, parce que petit à petit, il a fallu modifier, professionnel, mais le courage d'avoir fait ces formations de sophrologue, donc ce soir, il n'y aura pas une soirée dansante, mais elle va nous montrer les pieds. On va pas commencer sur c'est un jeu jugé par la suite. Ensuite, mais merci. Alors c'est vrai que le temps est assez court et vous êtes je vais faire rapide. Donc Philippe, moi mon diagnostic est arrivé il y a 25 ans. Alors c'est assez compliqué de se dire comment on vit avec l'ARP parce que je pense qu'il y a plusieurs phases.
L'acceptation quand on a le diagnostic. Moi, quand ça avait été diagnostiqué, l'ophtalmo m'avait dit bah, c'est une rétinopathie pigmentaire, tu vas être aveugle et ça fait 25 francs la séance et au revoir. Donc j'avais mis 3, 4 ans, 5 ans. À l'époque, il n'y avait pas tout Internet, etc. pour faire les recherches, hein, c'était pas évident. Donc jusqu'à ce que je trouve le professeur Duffier à Necker qui m'a expliqué calmement, avec les bons mots, comme le feraient certains professeurs dans la salle. Et puis après, bah, il ne s'est plus rien passé en fait, parce que bon, j'ai arrêté de conduire, mais ma vie était à peu près normale, jusqu'à ce que je me rende compte que je compensais, j'arrivais plus à compenser, j'arrêtais des activités, et là je me suis dit merde, c'est pas normal ça, ce qui se passe là. Et là, c'est pour moi le deuxième moment clé, c'est le passage du handicap invisible au handicap visible, c'est-à-dire de prendre la canne, après le chien, mais je dirais que la première étape c'était la canne. Une fois qu'on a la canne, le chien c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait j'ai eu la chance, moi je peux l'appeler ça comme ça, c'est que j'ai pris la canne pendant le Covid. Donc ça a commencé à se savoir 1 kilomètre autour de la maison. Et puis après, quand on revenait au boulot, on avait des jauges, vous savez, les fameuses jauges. Moi j'ai 3500 personnes sur mon site Michelin où je travaille. Et donc on était par jauge. Donc ça m'a permis de faire jauge après jauge. C'est-à-dire les 100 premières personnes, puis après les 100 autres, puis après les 100 autres. Et comme ça, donc ça s'est fait très progressivement. Je trouvais ça vachement sympa, sauf que ça me commençait à m'emmerder de répéter tout le temps la même chose, parce que les gens m'avaient connu normal, sans rien, sans canne, et puis maintenant me connaissaient avec la canne. Donc ils s'étaient demandé ce qui s'était passé pendant le Covid. Et donc j'ai répété 200 fois la même chose, puis après bah, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux de l'entreprise, parce que comme ça j'avais plus besoin de faire de séance, et puis tout le monde le savait. Et donc, et puis bah, plus tard j'ai eu Reggie. Alors c'est rigolo d'avoir Reggie, parce que j'ai eu le droit avec la canne à peu près une 50aine de fois, les gens qui disaient « Ah oui, ton problème aux yeux était vraiment sérieux ». Oui, il était vraiment sérieux. « Ah puis mon pauvre, ma tante a la canne ». Oui, je suis pauvre, j'ai une canne. Et puis 2 ans ou 3 ans après, c'était « Ah dis donc, t'as un chien ». Ah ça c'est une bonne nouvelle. J'ai dit « Oui, le handicap est toujours le même ». Non, mais tout ça pour dire que voilà, il y a des phases. Je comprends aussi que selon le titre de la table ronde, comment vivre avec sa RP, bah, ça dépend des moments de la vie. Moi, je pense qu'à partir du moment où j'ai fait mon coming out, où tout le monde était au courant, les copains, le cercle 1, le cercle 2, le cercle 3, la boulangère, etc. Je dirais que maintenant, c'est beaucoup plus facile, mine de rien. Et puis, c'est surtout que ça me permet de passer dans un autre monde. C'est le monde du handicap. Au sens large, pas que de la RP, mais du handicap, et de se rendre compte que, grosso modo, la proportion des 20% de gros cons qui existent dans la société, elle est la même dans le milieu du handicap. C'est-à-dire que... Non mais c'est vrai, c'est pas parce qu'on est handicapé que la proportion baisse. C'est-à-dire que ceux qui nous demandent de sortir parce qu'on a un chien dans les transports en commun et qui nous soutiennent que les chiens sont interdits. Bon, ok. Ceux qui nous grillent le passage piéton alors qu'on est engagé avec la canne, on est déjà 2 mètres devant, je me suis fait griller devant les policiers, on me dit « Monsieur, il faut faire attention ». Je dis « C'est pas moi de faire attention, c'est juste à la voiture de s'arrêter ». Enfin, tout ça. Et par contre, je me fixe un cap, c'est que je n'accepte pas je ne veux pas être résilient sur ces choses-là. Je ne veux pas accepter et me dire « Bon, c'est comme ça, c'est pas grave ». Si, c'est grave. Et il ne faut rien laisser passer. Et tant pis si le tram ne redémarre pas parce que le chauffeur est en train de dire « faut que vous sortiez avec votre chien ». Non, je ne sortirai pas avec mon chien, je suis dans mes droits, etc. etc. J'ai fait plier les transports en commun de Clermont-Ferrand qui m'avaient mis une amende parce que j'avais mal oblitérer mon badge. Et je leur ai expliqué que je ne peux pas oblitérer je ne peux pas valider mon badge. Parce que quand je rentre dans le tram, il faut que je tienne la barre parce que ça va redémarrer, il faut que je tienne mon chien. Alors, hormis d'avoir un 3e bras pour badger, ceux qui ont pensé à autre chose, c'est pas bien. Ils se reconnaîtront. Non, mais voilà. Et puis après, au niveau de l'entreprise, donc je suis comme Andrea, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui est vraiment handi-bienveillante, on va dire ça comme ça, en tout cas handi-accueillante. Et en fait, dans la chance des grands groupes, c'est que aujourd'hui, ils n'ont pas le choix que d'être inclusifs. C'est le grand mot à la mode en ce moment. Diversité, inclusion, etc. Et commencer par le handicap, c'est pas mal. Donc moi, je chasse légalement
tout ce qui est problématique d'accessibilité, alors accessibilité physique, numérique, etc., etc. Et puis maintenant, on a réussi à imposer la formation de tous les managers à tous les handicaps. Donc on a des modules de formation sur les troubles 10, sur les troubles visuels, les troubles auditifs, etc., etc. Et on a réussi à sensibiliser l'année dernière plus de 3500 équipiers Michelin sur le handicap. Et ça change les choses, mine de rien. Et en fait, j'ai trouvé... depuis le coming out, beaucoup de choses qui mettent du sens dans ma vie et qui, du coup, font que je peux être un petit peu un porte-drapeau de quelque chose dans mon environnement proche, quoi. Voilà. C'est à moi de parler. Alban ? D'accord. Non, parce que tout à l'heure, j'avais entendu mon nom alors que j'accompagnais notre cher Patrick aux toilettes, donc je m'étais dit, mais c'est mon tour maintenant. Bon, alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Cédric Vonin, j'ai 29 ans. Actuellement, je travaille en tant que développeur de script chez Accor, dans le groupe Accor. Alors moi, j'ai découvert ma pathologie en 2019, alors j'ai pas la RP, donc je suis un peu l'intrus de la table. Moi j'ai la maladie de Stargardt. Et c'est arrivé assez brutalement, c'est pas arrivé quand j'étais petit, j'avais l'âge de 23 ans. Et là, je comprenais pas ce qui se passait, j'étais à la salle de sport, je voyais une tache noire, je me suis dit, oh c'est la fatigue, c'est pas grave, hein. Je suis rentré chez moi et au fil des semaines, la vision a diminué. Mon ophtalmo, il comprenait pas ce qui se passait. Enfin, je lui ai dit non, il y a un problème, c'est sûr. Et après, il est revenu sur le diagnostic. Et puis plus tard, je suis été diagnostiqué à l'hôpital des 15-20. Ça a été très dur à vivre. J'étais dans le brouillard. Alors au début, j'en ai parlé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis en contact par l'IRRP grâce à l'intermédiaire d'une responsable handicap de mon ancienne école d'ingénieur qui m'a dit vous pouvez appeler ce numéro. Vous pouvez appeler ce numéro, peut-être qu'ils vous répondront. Et voilà, depuis, je suis membre à l'IRRP, je suis très fier d'être ici avec vous pour le 40e anniversaire. Mais voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de mon école d'ingénieur, je me suis dit, il faut que je me reconvertisse, il faut que j'aille dans un milieu qui me convient. Donc l'informatique, dans ma région, il y a un centre de formation pour le développement web, Paul Guinois, je suis allé là-bas. J'ai fait mes années, j'ai rencontré des personnes d'handicap visuel divers et variés, puisque c'est un centre pour handicap visuel, donc tous acceptés. Et, ça m'a fait penser aussi à ce que disait Philippe. Il disait qu'il y a autant de pourcentage de cons chez les gens valides que les gens handicapés. Parce que quand je suis arrivé en formation, ça se critiquait. Il y en avait qui disaient « Ah, toi, tu as une bonne vision centrale, alors c'est bon, il n'y a pas de difficulté. Tu dis que tu n'entends pas, mais tu vois bien. » il avait la maladie du chat, voilà. Et donc j'ai fait mes années, j'ai fait de très belles rencontres avec eux, j'ai gardé des amis. Là maintenant, j'ai eu des expériences professionnelles. J'en ai eu une dans le monde de l'accessibilité, ça a été magnifique. Ce que j'avais à faire, c'est à créer une modèle d'accessibilité, c'est-à-dire quel que soit le site web que vous avez, vous pouvez utiliser l'outil que je développais avec mon binôme. Vous pouvez l'ajouter sur votre site web, donc juste ajouter une ligne dans l'HTML pour ceux qui connaissent, et après ça s'active, votre site web il comprend des effets visuels, vous avez du grossissement, vous avez des filtres de couleurs, et vous pouvez les sauvegarder. Ça a été une expérience que j'ai beaucoup adorée, je me suis dit l'accessibilité, vraiment c'est l'avenir pour nous tous, c'est vraiment un problème qui est au cœur des préoccupations actuelles. Donc à la fin de ma formation développeur web, je me suis dit il faut absolument que j'en apprenne encore plus, quoi, parce que bon, j'aime bien l'informatique. Donc je me suis inscrit dans un autre centre de formation. Alors cette fois-là, c'était pas le handicap visuel, c'était RQTH, donc un peu tous les handicaps. On arrive là-bas, les gens ils se disent c'est quoi le handicap visuel? Pourquoi tu m'as pas reconnu dans la rue? Pourquoi lui il n'arrive pas à attraper des objets? C'était une nouvelle expérience assez intéressante, donc ça m'a encore plus ouvert l'esprit sur le handicap. Et puis là actuellement je suis dans le groupe Accor, je travaille dans une filiale business
Donc notre but, c'est de faire des reportings, des calculs. J'exécute aussi des scripts pour aider les autres employés de l'entreprise à avoir des données, leur permettre de faire de la décision. Et donc tout ça, pour moi, c'est des expériences très importantes que je voulais vous raconter. Et puis, ça m'a permis de me dire que il existe des moyens, des solutions pour permettre à tous de pouvoir avancer dans la vie, professionnellement, personnellement. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est surtout ça, c'est par le professionnel, par les rencontres aussi, amicales, amoureuses aussi, que j'ai eues grâce à mon changement de statut, passer de valide à avoir la maladie Stargardt, et donc... Tu vas pas raconter tes... Ah non. Ça c'est personnel. Je voulais rajouter... Ah, continue à parler. Je continue à parler, d'accord. Oui. Bon, Ariel, téléphone, non? Bon. Oui. Écoutez, tout à l'heure, il y aura... là j'ai constaté qu'il y a un super beau temps dehors. Tout à l'heure, je vais vous chanter 2 chansons. Ce que je voulais dire par rapport à Cédric... Oui. Voilà. Par rapport à Cédric, oui, lorsqu'il a contacté l'IRRP, il était dans une période difficile. Il a appris le nom de sa maladie et tout ça, il était seul. Et ça a bien tombé parce qu'on partait sur les chemins de Compostelle et il y a une personne qui s'est désistée, qui avait des problèmes de santé, et je lui ai proposé de venir avec nous si il a accepté bien volontiers. Je crois que là aussi ça a été une belle expérience parce que dans le groupe nous étions 9. Il y avait donc Nadine, son mari, Françoise qui conduisait le camion, Patrick qui s'entraînait pour faire le marathon des sables, et moi-même et mes 2 petites filles, donc moi qui ne voyais pas du tout. Donc il était dans un milieu très différent, et finalement, à part le pousser, le sortir du lit le matin parce qu'il avait un peu picolé le soir, je me suis rendu compte qu'on dit que le vin rouge c'est bon, c'est du resveratrol. Je crois qu'il a beaucoup abusé. Et voilà, j'ai retrouvé Cédric au bout de quelques temps, mieux dans sa peau. Je crois que les choses... C'est pour ça qu'il y a des périodes pas faciles, il faut avaler des pilules, pas toujours des vitamines A. Et franchement... on est content, il fait des efforts. Il est arrivé de Paris, voilà, pour être parmi nous aujourd'hui. Donc, merci, mon blond. Alba. Oui, c'est bon. Ça marche, ouais. Oui. Donc Alban Tessier, j'ai 48 ans. Donc moi, j'ai une rétinite pigmentaire qui a été diagnostiquée en 92. J'avais 16 ans, en même temps que mon frère aîné. Donc ça nous tombe un peu dessus comme ça. Je m'attendais pas à ça. Je me rappelle, c'était à Necker. On était monté toute la journée avec mes parents et puis on est redescendu. Il n'y avait pas un mot dans la voiture et ça continuait un peu comme ça parce que la maman était dans la culpabilité de la rétinite liée à l'X et de se dire que c'était elle qui l'avait transmis. Donc c'est déjà une incidence du handicap et je pense que c'est important d'en parler parce que quand on est parent et qu'on transmet le gène, voilà, il y a cette question quand même qui nous trotte dans la tête. Et aujourd'hui, je l'ai aussi parce que j'ai mes filles qui sont concernées. Voilà. Après, il y a la difficulté d'en parler en famille parce que on est sensible et qu'on ne sait pas comment prendre les choses aussi. Donc, il y a eu toute une période pour moi où c'était difficile de l'évoquer, pour ma maman aussi, pour mes parents, pour mes frères. Voilà, ça a mis un peu de temps. Moi, j'étais en 16 ans, j'avais commencé un cursus en architecture. Et puis, en 2 ans, j'ai perdu la moitié de ma vision. Et donc là, forcément, c'était plus possible. Donc, reclassement professionnel, parcours d'errance entre-temps, parce que pour se faire reconnaître par la Cotorep à l'époque, la MDPH de maintenant, ça n'a pas été une mince affaire non plus. Et puis, j'ai eu la chance de me retrouver à l'Institut des Hautes-et-Baudières à Nantes pour un reclassement professionnel que j'ai très bien vécu.
puisque je me trouvais confronté à d'autres personnes qui avaient des maladies similaires à la mienne, ou en tout cas des problèmes de vision plus ou moins importants. Et je trouve que ça m'a permis de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de me rendre compte qu'il y avait des personnes qui étaient plus atteintes. Certains se débrouillaient très bien, d'autres un peu moins bien, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'échanges et beaucoup de solidarité, je trouvais, entre les personnes qui étaient accueillies là-bas. Après, la difficulté, c'était de se retrouver dans une grande ville, parce que moi, je venais de ma petite Vendée, et j'étais parachuté à Nantes en sortant de mes parents à 20 ans. Voilà, donc ça a été une véritable découverte. Donc gros parcours de réadaptation fonctionnelle avec de la loco plus, apprentissage du braille, apprentissage de l'informatique adaptée, AVJ, ainsi de suite. Ce qui demande beaucoup aussi, mais c'est bien nécessaire. Et puis surtout, j'ai fait une rencontre très importante qui a changé le cours de ma vie, et j'en ai pris conscience un peu plus tard. Dès mon arrivée, c'est-à-dire on m'a présenté au responsable de la formation. On m'a dit, voilà, je te présente Michel. Michel, il est non-voyant, il a une rétinite pigmentaire et il va faire le Dakar. Donc en l'espace de 30 secondes... C'est bon. Dans ma tête, je suis passé un peu par tous les états. Donc il avait une rétinite pigmentaire, bon, comme moi. Lui, il était aveugle, donc je me dis, voilà, c'est ce qui m'attend. Et puis derrière, on me dit, il va faire le Dakar. Alors ça, c'était impensable, quoi. Comment ça pouvait être possible ? En tant que copilote. Je ne sais pas si c'est mieux qu'être pilote. Mais... donc voilà, on a... Allô, allô. J'ai appris à le connaître et j'ai compris du coup comment ce projet Dakar était possible. Et puis après on s'est un petit peu quitté de vue, sans mauvais jeu de mots. Moi je suis allé travailler dans le milieu bancaire pendant un certain temps, ça ne m'a pas plu. Et puis j'ai eu l'opportunité de revenir travailler à l'Institut en tant que formateur. Je devais faire 2 mois, j'ai fait 21 ans. Et donc du coup j'étais très proche de Michel, c'était un collègue, un ami, un mentor. Entre temps on a fait le projet Dakar, j'ai rejoint l'association qu'il avait créée, l'association à perte de vue. Et donc son objectif c'était de sensibiliser au handicap visuel, il était chargé d'insertion et lui militait en tout cas pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc en fait ce projet Dakar c'était qu'un prétexte en fait à communiquer, à se dire voilà ce qu'on pense impensable, en fait c'est possible parce qu'il existe des solutions. Et puis donc ce projet Dakar a été réalisé en 2003, moi j'ai travaillé sur le site internet à l'époque et la communication presse. Et puis ensuite sur un deuxième projet où il souhaitait faire la traversée du désert tunisien en autonomie complète, donc là avec un GPS adapté. Et on a travaillé avec l'école centrale sur le développement d'un logiciel GPS, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis en 2010, Michel a pris... Ça marche plus. Pardon, désolé. En 2010, Michel a pris sa retraite, il devait faire ce projet-là. En fait, il est décidé dans l'année qui a suivi. Et donc on était tous abasourdis, c'était quelqu'un qui portait l'association et qui avait 1000 projets en tête. Moi, ce qu'il faut revoir, c'est qu'à ce moment-là, j'étais plutôt quelqu'un de timide, introverti, pas communicant du tout, pas sûr de moi, pas sportif, enfin pas aventurier, on va dire, si sportif mais pas aventurier. Et on s'est dit au niveau de l'association, le jour où on a quelqu'un qui veut reprendre le projet de Michel, en fait on supportera ce projet et on lui rendra hommage comme ça. Ça c'était en 2011. Et en 2015, je suis sur mon canapé et j'ai une idée qui me traverse la tête. Je lui dis mais pourquoi c'est pas toi qui reprends le projet de Michel? Et bon, on est tous singuliers. Moi je voulais pas. Enfin la Tunisie ça me parlait pas. Et donc j'ai décidé de faire ce projet-là en Bolivie, sur la traversée du Salar d'Uyuni, qui est le plus grand désert de sel au monde, qui se situe à 4000 mètres d'altitude. Et la traversée représente 140 km, donc ce que j'ai effectué sur 7 jours. Au moment où j'ai décidé de faire ce projet, j'y connaissais rien du tout. C'est-à-dire que j'étais pas marcheur, j'avais jamais été en altitude,
J'avais jamais voyagé, même pas pris l'avion d'ailleurs. Enfin bon bref, j'avais tout à découvrir. J'ai mis 3 ans à préparer ce projet, en sentant bien que tout autour de moi, il n'y a pas quelqu'un qui misait sur moi en fait. Hein. J'étais pas le bon cheval. On me disait non, mais c'est dangereux, tu vas voir. Enfin bon, bref, à chaque fois que j'avançais quelque chose, c'était trop dangereux. Enfin, on essayait de me protéger comme ce qu'on a fait depuis mon plus jeune âge, parce que quand on est handicapé, c'est bien connu, on est fragile et il faut nous protéger. Bref. Voilà, j'ai réussi ce projet-là. Donc j'ai fait cette traversée donc en 2018. Et puis il y a eu tout un élan médiatique avec une couverture qui était assez importante. Et du coup, ça m'a radicalement changé, c'est-à-dire que je suis rentré en n'étant plus le même homme. Déjà, ce projet, c'était pas un projet personnel, c'était un projet associatif, avec un message à faire passer, donc il fallait que je me fasse violence, il fallait communiquer. Il était hors de question que je reste dans mon coin, et voilà. Aujourd'hui, je suis pleinement engagé dans l'association À Perte de Vue, je suis le président depuis 2020. Et puis j'ai décidé d'arrêter mon activité professionnelle dans la fonction publique hospitalière pour me consacrer complètement à mon engagement associatif, parce que je pense qu'on a une responsabilité, nous aussi, personnes concernées, pour faire bouger les choses. Je pense que si on veut être écouté, il faut qu'on l'ouvre et il faut qu'on propose des solutions. Il faut qu'on soit partie prenante, en tout cas, d'un nouveau projet sociétal, où on a notre place, où il faut faire valoir notre voix. On est dans de la il faut qu'on soit dans de la co-construction. Donc aujourd'hui, je rejoins l'IRRP parce que, voilà, Ariel m'a fait un bon appel du pied. Mais entre autres, c'est-à-dire que je suis aussi dans d'autres associations, je suis à la Fondation Valentin Hauy, je suis très engagé aussi au niveau du sport, je suis ambassadeur du pôle sport à la Fondation. J'interviens aussi dans différentes instances sportives et citoyennes. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on soit responsable et qu'on prenne notre place. J'espère qu'il te restera un peu de temps pour l'IRRP avec toi. Mais oui. Et enfin, je pense que, pour en revenir à cette relation que j'ai eue avec Michel, je me dis qu'il y a quelque chose qui joue aussi entre pairs, PAIR. C'est-à-dire que le partage de nos expériences fait que on se rend compte qu'il y a des possibles, donc on passe par différentes phases. Le diagnostic de la maladie était dur, même. D'abord on le prend pas très bien, ça c'est sûr. Après il y a un peu de déni, après il y a un peu de deuil, après on s'enferme, on s'isole, on parle pas, de la dépression. Ça peut être plus ou moins long en fonction des personnes. Il y a de la galère parce que on ne sait pas forcément où s'orienter quand on n'est pas du tout proche d'autres personnes qui ont des problématiques de handicap. Et le fait de pouvoir échanger sur nos parcours de vie, se dire moi aussi je suis passé par là et voilà comment j'ai fait et ainsi de suite. Aujourd'hui je me rends compte que ce que j'ai eu moi dans mon parcours, j'ai envie de le restituer et je le restitue d'ailleurs. J'ai d'ailleurs fait une formation universitaire en 2006 où je me suis formé à la pair-aidance ou à la pair-émulation, donc le partage d'expériences entre pairs, pour prendre du recul déjà sur mon expérience de vie et valoriser ce parcours aussi bien dans les points négatifs que dans les points positifs. Et de dire que aujourd'hui, certes, il y a du renoncement avec le handicap, ça faut pas le nier, tout n'est pas rose. Mais aujourd'hui, allô moi j'estime avoir une vie aujourd'hui où je suis pleinement épanoui, où j'ai plein de ressources, je me limite pas, donc j'ai envie de faire plein de choses. J'ai fait le marathon des sables après la traversée du Salar d'Uyuni. Allô, c'est reparti. C'est bon. J'ai fait du saut élastique, je vais faire du saut en parachute très bientôt, j'ai fait du tandem VTT, de l'escalade. Je me dis aujourd'hui, tout ce qui se présente, j'y vais. Et puis, quand j'ai la possibilité d'accompagner les personnes aujourd'hui en pair-aidance, je le fais bénévolement, mais c'est un grand plaisir de pouvoir partager mon expérience et puis de donner des clés aux personnes. Parce qu'il y a des solutions,
Il y en a plein, dans plein de domaines. Et donc, si on ne les partage pas, les gens ils galèrent en fait pendant bien plus longtemps que ce qu'il faudrait. Voilà. On va terminer avec Benjamin. Alors, il est juste possible que les piles en aient un peu marre. Ah, je crierai alors. Ah, il n'y a plus de micro? Non, c'est bon, celui-là fonctionne bien normalement. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu. Allô? Effectivement. Donc c'est pas grave, on repasse sur celui-là. C'est la fin de journée pour elle aussi. Non, ça va le faire. Oui. Benjamin le prénom. Moi, on m'a détecté une maladie vers l'âge de 3 ans. Donc là, mes parents on allait consulter un ophtalmo. Et ils ont dit que c'était maladie de Stargardt. Au cours de mon adolescence, mes symptômes ne correspondaient plus trop à cette pathologie qui m'avait été initialement donnée. Donc j'ai consulté le CHU à Montpellier du professeur Meunier, test génétique, et en fait il s'est révélé que c'était une rétine pigmentaire liée à l'X. Donc verdict en 2019 à mes 24 ans. Le verdict n'a pas joué un grand rôle parce que pour moi c'était simplement donner un autre nom à une pathologie que j'avais déjà. Et concernant la phase d'acceptation, donc moi je suis un très grand sportif depuis toujours, notamment les sports de nature. J'ai pratiqué le vélo de descente pendant des années, même en ayant une acuité visuelle très basse. Et là où c'était le grand choc, c'est quand j'ai dû arrêter. J'ai dû me résigner à arrêter définitivement ce sport extrême, parce que les arbres, c'est dangereux quand ils traversent. Oui. Ils préviennent pas. Et donc là, j'ai commencé ma phase de deuil, dans laquelle je suis toujours un peu quand même. Dans cette phase d'acceptation de la maladie, je ne sais pas vraiment si on l'accepte un jour, sachant que la maladie évolue. Donc je suis peu à peu en train de faire mon coming out. Donc moi, mes parents se sont battus pour que j'ai eu une enfance et une adolescence la plus facile et la plus simple et la plus normale possible. Donc j'ai fait l'ensemble de mon cursus en milieu ouvert. Et donc j'ai fait jusqu'à l'université. L'année dernière, j'ai obtenu un doctorat en sciences du mouvement humain. Donc je suis actuellement chercheur en neurosciences comportementales et aujourd'hui je revendique mon handicap parce que j'en fais une force, car j'ai décidé de travailler sur un projet qui me tient à cœur, qui est l'amélioration de l'apprentissage du braille par le plaisir du toucher, donc en neurosciences. Donc quand on est doctorant, il y a souvent ce syndrome de légitimité, est-ce que ce que je fais c'est bien, il faut être le meilleur. Et en me dirigeant vers ce genre de thématique, je me sens pleinement concerné et pleinement légitime pour faire cela en tant qu'expert scientifique et en tant que patient. Donc j'ai la double casquette et ça c'est génial. Quoi d'autre de plus? Oui, effectivement, quand on a une différence et quand on évolue en milieu ouvert et on fait face à pas mal de discrimination. Et donc, je souhaitais, et je le suis toujours, m'engager au sein de l'université pour communiquer, promouvoir, démocratiser la parole sur le handicap, afin que mon expérience puisse bénéficier à un maximum de personnes, pour que les moments difficiles par lesquels j'ai pu passer à cause de malentendus avec l'université ne se reproduisent pas avec d'autres étudiants ou d'autres personnes. Quoi de plus? Tout est possible, effectivement, tout est réalisable, même quand on perd la vue. Il faut simplement l'adapter. Et ça, je l'ai compris en ayant un cercle d'amis et une famille très très proche et très aidante. Moi, j'ai toujours été passionné donc, de un peu sport extrême. J'en ai fait de moins en moins. Et récemment, j'ai rejoint une autre association parce que je suis passionné de sport automobile dans laquelle je conduis des voitures sur circuit. Et c'est moi-même qui conduis des voitures sur circuit à très haute vitesse, 32 km/h. Tout à fait. Surtout pour celui qui est à côté. Exactement. Non, plus sérieusement, en plus, on a accès à des circuits mondiaux, le Spa, Francorchamps, Castellet, qui nous sont privatisés. Et donc, tout à fait.
Et donc, je vous invite tous et toutes déficients visuels à essayer de rejoindre cette pathologie pour vivre ce type d'expérience et ne vous privez de rien. Vraiment, tout est possible, juste adaptable, c'est tout. Que c'est de beaux témoignages et que finalement, j'ai l'impression que de moins on en fait un très grand plus, même si le parcours est compliqué, semé d'embûches, mais là, il y a 4 ou 5 personnes, 5 là, qui ont parlé, on pourrait en faire parler, non 5, on pourrait en faire parler beaucoup plus. Je crois que voilà, chacun a son histoire, chacun avec sa volonté, son courage, mais je trouve qu'on pourrait, tiens, une idée, un beau témoignage, tous ces témoignages, on pourrait en faire un beau bouquin, là, qu'on pourrait vendre après au profit de la recherche. Voilà. Voilà, là je pense que c'est terminé. On a, la journée a été... Oh oui, très très intense, mais là, au niveau de la recherche, c'est bien tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que je pense que là, on va faire, ce soir, j'ai changé le programme. La soirée de gala, elle va être modifiée. Ça va être, chacun va faire un compte rendu de la matinée, de ce qui s'est dit à ma chaire de recherche. Est-ce que tu veux qu'on finisse en tête-à-tête, toi et moi, ce soir? Heureusement que j'ai mon acolyte qui me souffle dans l'oreille. Bon, alors non, c'est pas encore terminé. Non, les meilleures choses, on les garde pour la fin. Et la fin, c'est... On entend parler d'argent et tout ça, et comme on a dit, l'IRRP doit remettre le soutien à la recherche, comme on fait d'habitude. Donc on va appeler... Vicky est partie? Oui. Alors, il y a Isabelle et Serge. Alors, là, pour le moment, il y a 2 chèques qui vont être remis, parce que Christelle nous enverra sa demande un peu plus tard, enfin pas plus tard, dès qu'elle rentre, elle va l'envoyer. Et parce qu'on avait un 4e, une demande particulière qu'on n'a pas encore validée. Donc là, ce soir, au lieu d'avoir 3 personnes, on va soutenir 2 projets. Voilà. Alors, Béatrice, elle est là? Oui. Voilà. On va laisser les jeunes remettre le chèque agrandi pour que même ceux qui ne voient pas puissent le voir. Et on va vous dire quelques mots par rapport à ce soutien. C'est Isabelle ou Béatrice qui veut parler? Ah mais elles ne sont pas là? Si. Merci Ariel. Oui. Merci. Tiens Isabelle, allez, si tu vas tenir le chèque. Voilà, donc Vicky a dû partir, mais effectivement, vous voulez vous remercier les adhérents, les donateurs, pour cette aide et ce chèque de 10 000 €, donc qui va servir... 12 ? Ah. Il y a écrit 10 000, je crois, mais c'est pas grave. 10 000, oui. Ah bah il y a écrit 10 000 sur les... C'est pas grave.
c'est pas grave, on reviendra chercher les 2000 restants. Que ce soit... Les deux sont de 10 000 là? Oui. Mais c'est pas grave, que ce soit 10 000... Égalité. Bon, je vais les garder, moi, les autres. Voilà, alors comme Vicky vous en a un peu parlé ce matin, donc merci pour cette aide énorme en fait pour le financement qui servira à travailler sur le projet de thérapie ABCA4 que Vicky vous a présenté ce matin, notamment avec les doubles vecteurs en fait pour cette thérapie sur les grands fragments à insérer. Voilà, merci beaucoup, merci de votre soutien. Alors Serge, je crois que c'est pour du laser qui va pour voler dans les airs de Paris, pour atterrir je ne sais pas quoi. Non, je pense que c'est un projet fort intéressant. On ne peut pas nous financer la totalité de ce projet. Donc comme d'habitude c'est entre 10 et 12 000, mais voilà, 10 000 pour Serge, mais j'aimerais qu'il vous explique à quoi ça va servir. Tu es là, Serge? Oui. Donc, merci déjà à l'association, merci beaucoup. Une fervente supportrice. Donc, en fait, l'idée c'est vraiment pour changer un laser qui est problématique et qui nous permet en fait d'étudier la fonction des cônes sur l'animal. Donc, en fait, on va pouvoir, grâce à ce laser, en fait, arriver à mesurer l'activité des photorécepteurs sur les animaux en regardant à d'autres niveaux de la rétine. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est vraiment de la fonction visuelle qu'on va faire sur l'animal vivant. Donc encore un grand merci. Et encore un grand merci à tous de nous soutenir comme ça. C'est vraiment important pour nous. Et puis aussi, je pense que la journée a été riche. Et je pense qu'il faut surtout qu'on félicite Ariel pour ses 40 ans. Ses 40 ans d'engagement et pour l'IRP. Les micros ne fonctionnent plus, mais c'est pas grave, tout est terminé. Merci. Maintenant, on va de toute façon s'aérer un petit peu et je pense qu'on aura une belle soirée de gala. On a la chance, je crois qu'ils sont encore là, d'accueillir Emma Sergi. Elle est là ou ils sont sortis? Je crois qu'ils sont sortis. Ah, ils sont sortis. Emma Sergi qui avait gagné à l'émission de The Voice. Donc, il va y avoir un beau programme. Il y a également Cédric et puis le chanteur qui avait créé le groupe Les Martins Circus. Voilà, donc belle continuation et puis que la fête continue.